Alors bonjour à tous. Je vais commencer, comme tous les orateurs, par remercier les étudiants organisateurs des modes 2023. Comme ça a été dit, donc je m'appelle Anna-Sophie Stonlavier je vais vous présenter avec donc Anne-Sophie Gosselin et Jean-Christophe Havard le projet d'innovation BIL, aussi appelé, pour l'acronyme Bioinformatics Learning Lab, qu'on pourrait résumer en parlant avec Teach, Learn, Share and Publish. Alors, je vais commencer par raconter un peu l'histoire pas très long, je vous rassure, l'histoire de ce projet, donc comment ce projet a vu le jour. Et ce qui me fait très plaisir aujourd'hui, c'est de le présenter au mode, puisque c'est durant les Montpellier au Day 2017 qu'il y a eu des premières interactions entre les étudiants du master IMHE et les étudiants du master à l'époque BCD durant les workshops. Donc, on a pu noter avec mes collègues, donc Anne-Sophie Gosselin qui est responsable du master IMHE, que cette interaction était plus que positive, puisque les étudiants bioinfo étaient très fiers de pouvoir enseigner la bioinformatique à leurs camarades, leurs collègues biologistes. Et de la même manière, les étudiants biologistes étaient, on va dire, beaucoup plus ouverts et arrivaient plus facilement à poser des questions et l'apprentissage se passait très bien. Donc on a vu une très belle interaction qui nous a en fait motivés pour avancer vers la suite. Et d'ailleurs, d'autres formations de master ont banalisé également les journées des Montpellier Mixed Day pour que leurs étudiants participent à cette manifestation. De là, des premières discussions ont eu lieu. Jean-Christophe est arrivé dans la team puisqu'on a commencé à parler de son sujet de recherche qui vous présentera plus tard, très passionnant. Ce qui nous est venu à l'idée, c'est de travailler ensemble et de faire travailler les étudiants IMHE et bioinformatique sur la thématique de recherche de Jean-Christophe et Anne-Sophie. Donc on a réalisé ce qu'on appelle un proof of concept en 2018. On a vu que ça pouvait marcher et on a voulu concrétiser en fait ce projet. Et pour cela, on a répondu à l'appel à projet de l'ICIT Muse et également de l'appel à projet FDS. Donc c'était le Tech Off 2 de Muse. Et pour ce projet, on a donc l'équipe s'est encore agrandie puisque c'est Mélanie Debiais qui est du département de biologie écologie qui nous a rejoint puisque des intérêts également, des intérêts dans le séquençage et dans l'analyse de données omiques étaient également présentes au niveau du département biologie-écologie. Donc elle nous a rejoint dans l'équipe pour cet appel à projet. Ce que je n'ai pas dit et sur lequel j'insisterai plus tard, c'est que je suis rattachée moi-même enseignant-chercheur au département d'informatique et Anne-Sophie Gosselin au département de biologie bio-MV. Donc ici, ce qui est très important et ce qui a été, on va dire, fondateur dans ce projet, c'est aussi de ce dont on a parlé tout à l'heure, l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité. Donc l'idée de ce projet a été de mettre en place des espaces collaboratifs, un espace pour justement permettre aux étudiants de différentes formations de travailler ensemble sur un même projet de recherche, et cela de A à Z. Ces espaces, dans notre demande, concernaient une salle, ou en tout cas plusieurs salles de TP de biologie moléculaire et des salles de TD informatique. Hop. Donc depuis 2019, il y a eu pas mal d'avancées. Donc il y a eu des aménagements. Donc, au bâtiment 35 plus précisément, donc là où se trouvera, on va se réaliser les workshops d'ailleurs, cet après-midi et demain matin. Donc au bâtiment 35, il y a eu des aménagements, donc l'achat de mobilier mobile pour justement agencer cet espace. Et là, vous avez entendu parler ce matin de décloisonnement, de déstructuration. Ben là, l'idée c'était aussi de décloisonner les salles classiques et permettre aux étudiants de se réunir en groupe pour travailler et échanger. Il y a eu également de la décoration, de l'aménagement de la salle, donc et de manière aussi à fitter avec la pédagogie du projet. Entre autres, on a des murs peints tout en blanc sur lesquels les étudiants peuvent également écrire et s'exprimer et discuter ensemble. Puis il y a eu de la production de matériel, l'achat de matériel qui s'est fait. Donc dans cette salle, c'est la première salle de la faculté des sciences où on a pu installer des ordinateurs portables. Donc du coup, il a fallu une armoire de stockage. On a également fait l'acquisition de matériel de biologie moléculaire
et de matériel aussi pour le séquençage. Durant ces années, dans ces différentes salles, il y a eu plusieurs activités qui ont eu lieu. Donc, on a pu tester du coup l'intérêt et l'avantage de cette salle. Il y a eu des prises de vue, des activités créatives et du travail de groupe. Donc, la démarche du projet, c'est d'aller de l'extraction et de l'échantillonnage terrain ou de l'expérimentation laboratoire à l'extraction d'ADN pour aller jusqu'au séquençage d'ADN et ensuite analyser les données bioinformatiquement pour aller jusqu'à la valorisation. Donc ça a été le projet, c'est ce qu'on allait faire, qu'on voulait faire dans ces salles, dans cet espace collaboratif. Pour cela, il y a eu une deuxième étape, donc après la partie logistique, installation, aménagement, il a fallu une deuxième étape qui a consisté également à fitter avec les plaquettes des différentes formations. Et donc ici, je vous présente rapidement au niveau du LMD5, les modules qui sont rattachés du coup à ce projet, directement à ce projet d'innovation pédagogique. En moyenne, surtout depuis l'année dernière et cette année, donc depuis la nouvelle plaquette, ce module, enfin l'ensemble de ces modules accueille à peu près près de 50 étudiants. Et cette année, on a eu le plaisir de travailler avec 20 étudiants IMHE, 26 étudiants bioinfo et 3 étudiants éco-épi. Donc maintenant, je vais passer la parole à Anne-Sophie qui va vous parler du modèle. Le modèle, c'est... Alors, juste les intervenants, c'est Jean-Christophe qui entamera sur le modèle et moi, je vous présenterai la démarche en pratique. Donc, les intervenants, vous les avez ici en photo. Donc, comme l'a dit Anna-Sophie, Anna-Sophie, Jean-Christophe, moi-même. Nous avons également l'aide très précieuse de Marika Tilac, qui est responsable d'une plateforme de génomique de séquençage à l'ISEN, donc au bâtiment 22 sur le campus. Nous avons également sur 2 années Enira Sherif, qui est chercheur, et puis depuis cette année, des intervenants supplémentaires, des doctorants, des anciens étudiants du master bioinfo, et également des intervenants de l'IUT ou des chercheurs extérieurs. Alors concernant le modèle, je passe la main à Jean-Christophe, et après je présente en pratique ce qui a été fait dans les PP au cours des dernières années. Vous voyez, nous aussi, on vous fait passer un oral à plusieurs... À chaque année, vous voyez, nous aussi, on passe notre oral à 3, et là, vous pouvez ne pas hésiter à nous poser plein de questions à la fin pour vous venger par rapport à ce que vous avez vécu ou ce qui vous attend. Donc, l'idée là, c'était de vous immerger les étudiants dans un vrai projet de recherche. En l'occurrence, sur un virus qui cause des dégâts très importants dans les dégâts de cas. En fait, c'est un petit peu l'équivalent en Asie, ce virus, le cyprinide herpès virus 3 de carpe, c'est un petit peu notre grippe aviaire, mais pour les poissons en Asie, en particulier pour la carpe. Donc, l'idée, comme c'est un virus qui cause des mortalités très élevées, c'est d'essayer d'avoir un vaccin. Pour avoir un vaccin, la plupart du temps, on essaie par l'atténuation. Et pour avoir un vaccin atténué, quand on a la chance d'avoir une lignée de cellules que l'on peut cultiver, on fait des passages successifs sur cellules. Et c'est ce qui s'est passé ici avec une collaboration avec des collègues allemands. Ils ont fait une centaine de passages à peu près. Et puis l'idée, donc, c'est de voir ces passages, au fur et à mesure de ces passages, comment évolue le phénotype. Donc, ils ont regardé ça, je vais un peu trop vite. Et puis, ils ont, bien sûr, le phénotype initial, c'était un phénotype très virulent, qui causait plus de 80% de mortalité dans les élevages. Et puis, de façon assez attendue, je vais dire, au bout de 78 passages, ils ont obtenu un phénotype avirulent. Par contre, ce qui était beaucoup moins attendu, c'est qu'en continuant, au fur et à mesure de nouveaux passages, on est revenu à un phénotype plus intermédiaire, en fait, entre le phénotype très virulent du départ et le phénotype avirulent. Donc là, forcément, quand on est scientifique, on se pose la question, on se demande, de là à là, on a une idée de comment ça se passe, mais par contre, de là à là, on se demande comment ça peut se passer. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire du séquençage des génomes complets. Et donc là, les étudiants ont pris le relais. Donc on arrive à notre démarche. Donc nous sommes partis avec les étudiants du coup de ces échantillons de populations virales issues de plusieurs passages. Et ensuite, donc comme vous le voyez, ce qu'a expliqué donc Anna-Sophie, on va faire donc toute la frise, toute la démarche, depuis l'extraction jusqu'à la valorisation.
Donc là, on a mis quelques photos. Donc la première étape, ça a été à partir de ces échantillons biologiques, de faire de l'extraction d'ADN, de l'analyse qualité, comme vous le pouvez voir ici. Donc toujours en binôme ou en trinôme, en mélangeant donc de toute façon les promotions. Donc des microbiologistes avec des bioinformaticiens. L'étape d'après, ça a été en tout cas pour les premières années de séquencer tout ça. Donc après avoir fait des bandes, de séquencer tout ça d'abord par les techniques short read, donc Illumina, et ça a été fait sur la plateforme GenSec du bâtiment 24 ici sur le campus de la Fac des Sciences. Et puis depuis 2 ans, on utilise donc du séquençage long read et on utilise surtout ce qui est intéressant pour nous en TP, puisqu'on peut tout faire en TP, donc des séquenceurs de poche entre guillemets, donc le Ninayon de Oxford Nanopore. À partir des données générées, donc au cours de ces séances de TP, on peut analyser donc alors là c'est pour vous montrer le dépôt fait par les étudiants, ils s'entraînent un petit peu avant pour pas qu'on gâche toutes les fosselles. Et puis vous avez donc ici le séquençage de l'année dernière, donc on avait 4 Ninayon en parallèle sur l'ordinateur, et puis l'analyse des données en live, en tout cas les premières données ici sur l'écran en salle de TP. Ensuite, on passe dans la salle de télébill, et puis là, par groupe, un petit peu plus nombreux, ils travaillent sur les données, comme vous le voyez ici, là, sur plusieurs de ces images. Et puis, à partir donc, des résultats, quand on a des résultats intéressants, on a toujours des résultats intéressants, on va jusqu'à la valorisation. Alors, en termes de résultats, c'est Jean-Christophe qui va prendre le relais pour vous expliquer quelques-uns des résultats qu'on a obtenus et qu'on a pu valoriser. Alors, sur les résultats obtenus par séquençage court avec la technologie Illumina, en fait, on s'est rendu compte que la principale différence qui existait entre la forme après 78 passages et le premier passage, c'est l'apparition d'une délétion ici entre les ordres 149 et 150 d'environ 1300 paires de bases. Par contre, ce qui nous a vraiment étonné, c'est que finalement, ici, en analysant le génome AP79, on perdait totalement cette délétion et on revenait au génome initial. Et ça, ça a été. Donc, ça c'est les résultats. Alors là, c'est un petit peu décalé, je suis désolé. Mais ici, vous avez l'échantillon d'origine, ici la référence. Et puis ici, vous avez 4 réplicas de l'échantillon P78. Et vous pouvez voir que dans cette région, il n'y a absolument aucune lecture qui s'aligne dans cette région, et vous pouvez voir que la profondeur est comprise entre 262 et 560, donc X, donc de bonne profondeur, et puis ici, effectivement, dans les 2 réplicas de H99, on retrouve le génotype initial. Et ça pose quand même assez question, parce que ça voudrait dire qu'on a une réversion de génotype, c'est-à-dire qu'on a une réinsertion exactement de la même séquence au même endroit, et ça c'est quand même assez peu probable, c'est aussi peu probable que de rencontrer un éléphant dans le désert, assis sur une branche. Donc l'hypothèse qu'on a émise, c'est que finalement, on avait encore, dans le P78, on avait encore probablement un génotype initial, mais qui était en tellement faible quantité qu'on ne le détectait pas en dépit d'une profondeur de plusieurs centaines de litres. Ça a été un petit peu plus difficile. Les reviewers, au début, n'ont pas voulu nous croire. Mais finalement, on est allé faire la PCR digitale, et puis on est allé faire du séquençage long fragment, avec des profondeurs beaucoup plus importantes. Et effectivement, c'est ce qui m'en a résulté. On avait, je crois, 0,05% de génotype comme le génotype initial. Et donc, ça a permis, donc ça c'était des travaux qui ont été faits avec la promotion 2018, voilà, et ça a permis de valoriser un papier en montrant que effectivement, mais in vitro, ce virus il évoluait très vite, effectivement, par des assemblages d'haplotypes et qui devenaient successivement alternativement dominants et sous-représentés. Et puis on a continué ce travail en séquençage long fragment, et là on a eu beaucoup plus d'informations, effectivement, et la dernière publication montre qu'effectivement ces variations structurales, elles jouent un rôle très très important dans l'évolution de ce virus in vitro. Voilà, donc on a valorisé aussi tous ces résultats en faisant travailler encore plus les étudiants, en leur faisant faire des posters. Et ces posters donc, ont été présentés à différents congrès, donc notamment les modes, mais également, comme vous le voyez ici, des congrès qui ont été organisés sur place ou des congrès qui ont été organisés peut-être ailleurs en France, donc en lien avec la bioinformatique ou en lien avec la virologie. Et dans ce cas-là, comme on ne peut pas encore emmener tous les étudiants au congrès, malheureusement, on a pris leur poster sous le bras et on est allé présenter leurs travaux.
Donc voilà, ça on essaye de faire ça à minima une fois par an. Alors ça c'est quelques images pour vous montrer la démarche. Donc on va retrouver tout ce qui a été fait en TP. Et puis voilà, la promo, ça c'était la promo d'il y a 2 ans, de l'année dernière. Les projets associés également, donc en plus de ce projet principal d'évolution virale, dans ces salles-là, on peut aussi travailler sur d'autres projets, notamment dans le cadre du Master IMHE et d'autres formations, donc notamment diversité microbienne du sol avec les étudiants IMHE, un escape game qui a été monté donc dans la formation de Master QBio, et puis des UE aussi, d'autres parcours de l'invention biologie à conscience qui utilisent donc les locaux, les espaces collaboratifs. Je passe la main. Alors, qu'en est-il de la suite? Donc, vous avez vu qu'il y avait déjà des interactions et l'utilisation de l'ASPAL et du matériel pour d'autres formations et d'autres modules. Et donc, ce qu'on compte faire avec le BIL 2.0, donc comme vous l'entendez dans le nom, c'est déjà faire perdurer l'existant. Donc, continuer avec le projet, les interactions entre les étudiants IMHE, Eco-EPI et Bioinfo et d'autres formations, mais également s'adapter à l'innovation pédagogique. Donc depuis l'année dernière et cette année surtout via l'acquisition d'un MK1C. Donc c'est, comme tout à l'heure Anne-Sophie vous parlait des séquenceurs de poche. Donc il y a des séquenceurs de poche intégrés à des sortes d'ordres de micro, de petits ordinateurs, comme une tablette, la taille d'une tablette, qui permettent de séquencer et de faire ce qu'on va dire le base calling, donc de faire toute la pratique qui nous permet d'obtenir directement les données de séquençage. Donc ça veut dire qu'il y aura cette montée technologique. Et en parallèle, on va également, l'idée c'est également d'élargir la mutualisation de ces équipements aux autres parcours de la faculté des sciences, transférer aussi le concept BIL à d'autres composantes, donc entre autres l'IUT, via une collaboration qui existe déjà avec Anthony Bourreux et Thérèse Com, à l'IUT de Montpellier, et valoriser les résultats des étudiants pour toujours permettre l'insertion des étudiants dans le milieu professionnel. Pour justement continuer ce projet, l'idée également, c'est au niveau recherche, c'est de continuer à étoffer le projet de recherche sur l'évolution du virus CYHV3. Et donc ici, je vous montre ce qui a été fait pour cette année. Donc vous pouvez voir par rapport à tout à l'heure, il y a eu des stress de température qui ont été rajoutés. Donc on rentre un petit peu dans la finesse, dans une résolution plus fine, et on joue également sur d'autres facteurs pour toujours essayer de mieux comprendre l'évolution de ce virus. Donc pour finir, je tiens à remercier en premier les étudiants, car ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet d'innovation pédagogique, durant ce projet et durant l'évolution de ce projet, les étudiants ont participé à la réflexion et également à l'aménagement de la salle. Donc ici, c'est une promo qui n'a malheureusement pas pu, à cause du Covid entre autres, intégrer le projet, mais qui s'est bénévolement fortement impliqué dans l'aménagement de la salle de TP informatisée. Et ici, je vous montre les photos de groupe. Donc, il y a une photo de groupe, ça c'était pendant le Covid aussi. C'était l'année dernière. Et ça, c'est la photo de groupe de cette année, où vous voyez des étudiants bioinfo en blouse blanche. Ça, c'est pas mal quand même. Alors, ce projet n'existerait pas non plus sans, bien évidemment, nos financeurs, donc la Faculté des Sciences et Muse, mais également Oxford Nanopore, puisque ça fait 2 ans qu'on a une collaboration pédagogique avec eux. Ils nous fournissent du matériel de TP, de biologie moléculaire, des flow-cells et du coup d'équipe. Mais également, grâce à toutes les interactions qu'on a pu avoir avec nos collègues, soit de l'ICIT Muse ou des collègues qui ont déjà réalisé des laboratoires d'apprentissage, mais également la DSIL, surtout Jonathan et Fred Guiton, les commandes et les réceptions, je tiens à remercier chaleureusement Aïda Diouf, et également toute l'aide technique, Colin Durand, Thierry Vindolé et Fabrice Mérezeg, qui nous aident au jour le jour pour le bon fonctionnement de ce projet et bien effectivement les collègues enseignants et les utilisateurs de la salle. Et merci pour votre attention.